Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec le président du Parti populaire, Michael Modrikamen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'attentat de Trèbes, nous allons parler de l'hypothétique reconversion professionnelle d'Elio Di Rupo et nous allons aussi parler des sondages. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas surtout à nous poser des questions en direct, en commentaire de cette vidéo et nous y répondrons avec joie. Bonjour Michael Modrikamen. Bonjour Nicolas. Alors nous allons commencer par parler de Trèbes. Donc il y a eu un individu qui a tué 4 personnes dans le supermarché. Voilà, c'est encore un attentat tragique pour la France. Alors, quelques enseignements à tirer. Tout d'abord, c'est la démonstration évidemment que la menace terroriste, elle est là, elle est bien là. Et je crois qu'on ne se rend pas compte du nombre de cellules dormantes ou même de loups solitaires prêtes à frapper. Encore ce matin, apparemment, attentat où on a la voiture bélier contre des policiers en plein cœur de la France, des gendarmes. Et il y a pour nous une mesure tellement évidente, ou deux mesures tellement évidentes. C'est que, un, les djihadistes ne doivent pas revenir. C'est la première des mesures. Et deux, c'est qu'il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers en France de fichiers S, donc pour risque terroriste, qui devraient, lorsqu'ils sont étrangers ou binationaux, être expulsés. C'est le cas en Belgique, on en a identifié aussi quelques dizaines, où on sait que ce sont des gens qui sont prêts à frapper. Alors on dit qu'ils sont surveillés par la sûreté de l'État, mais on voit bien aussi, la sûreté reconnaît qu'ils ne sont pas tous les jours derrière eux. Donc c'est des gens qui à tout moment pourraient prendre un couteau ou une arme, ou que sais-je, ou leur voiture, ou un camion, et aller frapper la foule. Eh bien pour nous, ces gens n'ont pas leur place dans nos pays, en Europe occidentale, et ils doivent être pour la plupart expulsés, simplement pour réduire la menace. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a un Beltrame, un lieutenant-colonel de gendarmerie catholique, chrétien, qui incarne finalement toutes les valeurs de la France éternelle, et qui est tellement raillé dans les médias, et qui a fait preuve à la fois de l'héroïsme le plus absolu et du don de soi. C'était non seulement l'héroïsme parce qu'il est là en mission, il a accompli bien d'autres missions avant ça pour la France, mais là c'était le don de soi, c'est-à-dire s'échanger, échanger sa vie contre celle d'un otage civil. Oui. Et je voudrais dire, avec en plus, vraisemblablement, les circonstances de sa mort assez tragiques, alors ça a été contesté, mais il semblerait qu'il ait été égorgé par le lac Dîme en question, donc selon... c'est un mode d'abattage qui est requis par le Coran. Hein. Les mécréants, tranchez-le, visez-les à la gorge, dit le Coran. Donc on voit que ça vient de loin, malheureusement. Et donc nous pensons que tous ces gens qui sont une menace potentielle doivent être écartés sans aucun ménagement de notre pays. En tout cas, le Parti populaire, le jour où nous sommes au pouvoir, une des premières mesures que nous prendrons, ce sera d'expulser tous ces gens suspects de menées terroristes. Donc il y a les fichiers S en France qui posent problème. Et ici, on a l'équivalent français, belge, c'est les fichiers terreau. Il faut les expulser, mais le problème, c'est qu'on a aussi parfois l'impression qu'il n'y a pas seulement ces quelques radicaux, mais qu'il y a tout un fan club qui sévit dans les banlieues. Je pense notamment aux perquisitions qui ont été menées après l'attentat dans la banlieue où vivait le terroriste et les policiers qui étaient empêchés de faire leur travail par certains jeunes. Mais je crois que c'est ce que beaucoup chez les bien-pensants ne veulent pas voir, effectivement, c'est que nous avons une communauté arabo-musulmane extrêmement importante et que parmi eux, il y a évidemment une toute petite minorité de terroristes prêts à frapper, mais il y a, sont les sondages, les études, entre 20 et 40% des gens qui sont sensibles à ce discours, qui sont en soutien de ce discours et qui ne feront rien, qui réclament la charia et qui estiment que le djihad est tout à fait justifié et qui sont en tout cas une réserve assez importante qui, en cas de trouble majeur, pourrait prendre effectivement parti pour ce terroriste. Et puis il y a une majorité, mais silencieuse, qui se tait ou qui a peur trop souvent. Et puis il y a aussi tous les idiots utiles, hein, tous les complices. On a vu ce membre de France Insoumise, la France Insoumise, parti de Mélenchon, se réjouir de l'égorgement, de la mort de ce gendarme. Il a été condamné en comparution immédiate, ça, bravo la France, à 1 an de prison. Et il y a cet autre idiote du mouvement vegan qui s'était réjoui de la mort d'un boucher. La mort d'un boucher est aussi en garde à vue. Bravo aussi
à la France. On sent aussi que derrière ces actes horribles, il y a aussi toute une série de gens qui sont idéologiquement perturbés par rapport à l'évolution de nos sociétés et qui sont ce qu'on appelle des idiots utiles ou des compagnons de route de ce terrorisme. Et justement, là, j'ai entendu 2 fois bravo la France. La France est-elle en train de changer? Non, mais on sait qu'elle a un système policier et judiciaire qui est un peu plus ferme que le nôtre à bien des égards. Les comparutions immédiates sont une vraie réalité en France. Et donc je crois que la France est aussi malade en grande partie du politiquement correct, mais elle a encore en tout cas des vrais penseurs à droite en France. On donne la parole à tout le monde en France jusqu'à présent. Hein, et l'appareil judiciaire et la police ont une autre colonne vertébrale parce qu'il y a une tradition d'État en France que nous avons perdue ou n'avons pas en un pays comme la Belgique, effectivement. Donc de ce côté-là, la France reste malade, mais à certains égards moins malade que nous au niveau belge. Et justement, pour revenir, pour rester toujours sur cette affaire, parce que c'est juste dans un attentat terroriste, on peut découvrir tellement de facettes de la société française. Et là, notamment, dimanche à Trèbes, il y avait l'enterrement du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Et l'imam local, ce qui est vraiment, je pense, louable, a participé à cet enterrement et a condamné cet assassinat qu'il considère comme lâche. Mais il a aussi jugé nécessaire de préciser, je cite, que c'est l'islam qui a été poignardé. Oui, ça a choqué beaucoup de monde. Alors moi, je crois que, voilà, tant que les musulmans ne reconnaissent pas que l'islamisme fait partie de l'islam, qu'il est une dérive de l'islam, qu'il est une lecture, appelez-la littérale, archaïque de l'islam, que donc le problème vient de leur religion, il n'est pas en dehors de leur religion, de leur religion. Et, disons très clairement, une large partie des musulmans ne sont pas des djihadistes, ne veulent pas passer à l'acte, soyons très clairs. Mais que tant que les musulmans sont dans le déni du fait que ce problème est leur problème, il est issu de leur religion, on ne pourra pas avancer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a en fait une sorte c'est assez perturbant, mais de compétition victimaire d'une certaine manière. Il y aurait un discours officiel qui nous dit que les musulmans ici sont victimes de l'islamophobie, et que toutes les fois où il y a un attentat, il faut nous rappeler que les vraies victimes, ce sont les musulmans. Je pense par exemple à la place de Molenbeek, qui a été renommée avec le nom d'une victime musulmane des attentats de Bruxelles. C'est toujours tout ramener à cette communauté et exclure le reste de la communauté nationale. Oui. C'est perturbant. C'est un vrai problème, et je crois que la principale message, la principale attente que nous avons vis-à-vis de la communauté musulmane, c'est aussi faites le grand nettoyage. On peut vous aider, mais c'est à vous à faire le grand nettoyage. Et c'est pour l'instant complètement insuffisant. Ne rentrez pas dans une posture victimaire d'islamophobie et autres. La Belgique et les pays occidentaux ont été accueillants au possible. Le Belge est accueillant au possible. Mais balayez devant votre porte. Voyez les dérives au sein de votre communauté. Voyez les racailles qui empoisonnent la vie des Bruxellois, qui sont en grande partie, à 80% issus de la communauté arabo-musulmane. Mettez de l'ordre, reprenez les choses en main et vous serez respectés. Mais il est clair que si on ne vous entend pas face justement au terrorisme, ou pas suffisamment, et que manifestement vous avez perdu le contrôle d'une partie de vos jeunes, bien, le problème, il est chez vous, il n'est pas au sein de la société belge. Il faut un message très clair adressé à la communauté musulmane. J'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent de poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Il y a aussi un détail que j'aimerais soulever. Donc, ce matin à 9h, c'est des militaires. On a essayé de foncer sur eux. Ouais. C'était en région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. On ne sait pas encore si c'est un attentat. Ouais. Il y a une course, une chasse à l'homme. J'ai vérifié récemment, c'est tout ce qu'on sait. Ouais. Mais voilà, on est tous un peu évidemment paranoïaques et peut-être même que c'est justifié. Mais je crois que le risque, il est partout parce qu'aujourd'hui, que ce soit les réseaux ou le loup solitaire, il peut surgir partout. On le voit avec maintenant les voitures béliers. Et très souvent, d'ailleurs, ce sont des techniques qui ont été utilisées contre les Israéliens, c'est là que ça vient, contre les Juifs. Et puis, ça gagne toujours, et puis quand c'est contre les Juifs, c'est un peu loin, Israël, mais ça gagne très vite après l'Occident, le reste de l'Occident. Ouais. Et donc, effectivement, le risque, il est partout, et parce que les gens peuvent passer à l'acte, peuvent se radicaliser en quelques semaines, quelques mois. Et donc, la seule manière raisonnable de réduire ce risque, c'est d'expulser, de mettre dehors tous ceux
qui présentent des signes de radicalisation. On leur dit, voilà, c'est une dérive, eh bien, c'est que vous ne respectez pas, vous n'êtes plus en phase avec les valeurs de ce pays. Si vous êtes étranger, que vous avez une double nationalité, eh bien, vous avez cette autre nationalité, marocaine, tunisienne, turque, que sais-je, hein, quelle que soit la nationalité, eh bien, allez dans ce pays, votre autre pays, et sentez-vous-y bien. Mais en tout cas, nous vous rejetons du corps national. Vous n'en faites plus partie. On va alors peut-être revenir à un sujet un peu plus léger. Donc, Oui. c'était mardi matin à Mons. Elio Di Rupo a fait le tour du centre-ville Oui. en tenue de postier pour Oui. distribuer des lettres. Et la même semaine, c'était ce week-end, il a été DJ aussi à un petit Oui. marathon. On peut voir les photos avec les disques. Donc, Il est branché, M. Di Rupo. Il est branché. C'est un papy branché. Hein, mais je crois que tout ça, tout ce cinéma, d'abord, je pense qu'il a l'âge de prendre sa retraite, et donc je l'encourage à prendre sa retraite. Et le métier de postier est un métier dur, et on prend sa retraite, pour nous, on peut prendre sa retraite à une soixantaine d'années et ne pas exiger de rester bien au-delà, premièrement. Deuxièmement, je crois que ce montage de M. Di Rupo ne doit pas faire oublier une chose. Depuis qu'il a une vingtaine d'années, il est dans les milieux politiques, les cabinets ministériels. C'est quelqu'un qui, dès qu'il a terminé ses études, a été engagé dans les cabinets socialistes, et toute sa vie, il a été échevin, député, bourgmestre, ministre, etc. Ça fait 45 ans ou 40 ans qu'il a perdu, si je puis dire, le sens des réalités. J'ai toujours le problème de cette classe politique, c'est que c'est des gens qui ne travaillent plus dans le monde réel et qui ne savent plus faire qu'une chose, c'est dépenser l'argent public. Ils ne savent plus ce que c'est que, justement, le petit entrepreneur qui doit faire rentrer de l'argent pour payer les charges, le personnel, les loyers, etc. C'est le problème. Et je voudrais ajouter qu'au Parti populaire, Nicolas, nous, on n'a pas besoin de gens qui se déguisent en postiers. Au Parti populaire, on a les postiers. Au Parti populaire, on a les gens qui tous les jours travaillent, des petits chefs d'entreprise, des fonctionnaires, des gens qui ont été taximens, etc. Enfin, toutes les professions possibles, imaginables. Et donc, eux ne doivent pas se déguiser. Ils savent ce que c'est. C'est toute la différence entre un parti comme le nôtre, un parti citoyen, et un parti établi comme le PS. Et je pense aussi que justement vous prônez un peu des mesures contre le carriérisme politique, contre cette fossilisation. Oui, on a introduit tout à fait une mesure très forte, c'est-à-dire 3 mandats nationaux maximum. Voilà, donc c'est-à-dire 15 ans de vie politique, et puis il faudrait laisser la place. Pourquoi? Parce que regardez, Di Rupo, Onkelings, Renders et combien d'autres sont dans le monde politique depuis 35-40 ans. Hein, ils croient être nés ministres et mourir ministres. Hein, je veux dire, donc, et je pense que c'est vraiment propre à la Belgique. Et l'absence de renouvellement de la classe politique, eh bien, elle encourage justement toutes les dérives de corruption qu'on a connues, d'abus social, public fin et autres. Ils croient qu'ils sont là de droit divin, et qu'ils ont le droit d'y rester droit divin. Et nous disons qu'il faut régulièrement renouveler, et qu'il faut, en tout cas, par rapport à cette classe politique sclérosée qui nous a menés là où nous sommes, il faut un grand coup de balai, soyons clairs. Disons aux citoyens, c'est maintenant qu'il faut donner un coup de balai, qu'il faut changer les têtes, qu'il faut venir avec d'autres idées, et surtout une classe politique. Lord Acton, qui était un grand publiciste anglais du XIXe siècle, il disait « Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Le PS est au pouvoir absolu depuis 40 ans. Il ne peut être qu'absolument corrompu. » Et c'est qu'en lui donnant un grand coup de pied au derrière qu'effectivement le grand nettoyage peut avoir lieu. Donc finalement, aucun parti n'est pur. Si un jour le Parti populaire devient un grand parti établi et qu'il est trop longtemps au pouvoir, on pourrait voir son fondateur dire qu'il est temps de... Oui. Un parti qui restera au pouvoir 20 ans, 30 ans de manière ininterrompue est exposé comme tous les autres. Je dis, c'est la nature humaine. Nous ne prétendons pas être au-dessus de la nature humaine, mais pensons que nous avons des idées meilleures, ça c'est clair, parce qu'il suffit de voir l'état de la Wallonie et de Bruxelles, hein, où ils en sont après 40 ans de socialisme ininterrompu, hein, et nous disons que nous venons avec des hommes neufs qui viennent de la société civile, mais il faut être très, très sincère. Si nous étions 40 ans au pouvoir, sans doute qu'un parti comme le nôtre, à terme, connaîtrait les mêmes dérives. Et c'est pour ça que dans notre programme, nous disons 3 mandats maximum, 15 ans de vie politique, maximum.
Et justement, en parlant de politique, le prince Laurent, qui va perdre 15% de sa dotation, ça va être voté, mais vraisemblablement, on connaît l'issue d'avance, et qui récupère aussi un demi-million d'une de ses nombreuses ASBL. Mais j'aimerais revenir en fait sur cette histoire de retenue de 15% de sa dotation, les raisons, le pourquoi, le comment. Écoutez, il y a 3 choses à dire. D'abord, le prince, frère du roi, ne peut pas travailler, donc il est normal qu'il ait une dotation. Ouais. Ça a toujours été empêché de travailler. Et qu'il ait une dotation conforme à son rang. Et 300 000 euros n'est pas excessif. 2, on veut contrôler l'action politique, famille royale, ce qui est normal. Oui. Hein, mais de là à lui interdire de rencontrer qui que ce soit, hein, où ça pourrait être une rencontre à caractère officiel sans l'accord du gouvernement, c'est mettre vraiment quelqu'un sous tutelle. Hein. Il est allé en plus là à une réunion, il faudrait le rappeler, une soirée organisée par l'armée chinoise. C'était la mission chinoise qui célébrait l'anniversaire de l'armée rouge. Voilà, l'armée rouge. Il y avait là des hauts officiers de l'armée belge qui étaient présents officiellement. Et donc, Laurent n'a pas fait de déclaration particulière, il était juste présent et il a coupé le gâteau avec d'autres officiers belges. Et puis, on lui fait un procès, on le voit sanctionné, un procès public à la Chambre. Et en plus, avec des violations, puisque c'est un véritable procès, il y a une sanction, avec des violations incroyables des règles de procédure. Avant même qu'on l'ait entendu, il était déjà condamné. Avant même que ce soit prononcé, on avait déjà retenu les 15%. Donc, on s'est déjà prononcé avant même de l'entendre. Donc, ce genre de procédure n'a aucune chance le jour en appel, le jour où on se retrouve devant un conseil d'État et autres. Enfin, je ne vois pas comme juriste, comme avocat, comment l'attitude de la Chambre, si tout à l'heure elle vote cette mesure. Et comment expliquer cet acharnement alors ? Bah écoutez, ce qui est très troublant au niveau de cet acharnement, c'est de voir qu'il y a une véritable guerre souterraine qui est menée à Laurent, notamment liée au fait qu'il a obtenu une décision de justice contre la Libye, importante, et la Belgique ne fait rien pour l'aider. Enfin, lui, c'est la SBL, ne font rien pour l'aider. Et au contraire, Reinders et la Belgique a pris fait et cause pratiquement pour la Libye contre le frère du roi. Et donc on sent que ça sent le règlement de compte, etc. Et je le dis tout à l'heure, notre député, en tout cas, prononcera un discours que nous rendons public d'ailleurs, fort, en défense du prince Laurent. Et s'il ne doit y avoir qu'un groupe politique, qu'un parti politique qui prend sa défense, ce n'est pas une défense de la monarchie ici, hein, c'est une défense de principe et d'un homme qu'on a accablé. S'il ne doit y avoir qu'un parti politique qui prend, parce que nous estimons que c'est injuste, sa défense, et s'il ne doit y avoir qu'un, eh bien ce sera le Parti populaire, et ce sera dans les annales, comment dire, de la Chambre, et ce sera for the record of history, pour l'histoire en tout cas. J'avoue que je ne comprends pas vraiment le rôle de l'opposition dans toute cette affaire. Je vois bien le MR, la NVA, avec ce dossier libyen et tout, mais que font les CDH, les PS ? Bah écoutez, on verra l'attitude du CDH, mais bon, le PS, sans doute, il y a une relative hostilité toujours à la monarchie, etc. Donc, en tout cas, mais je crois qu'il faut dépasser le débat monarchie et autres. Je crois qu'on fait un procès injuste, et dans le cas de Laurent, en plus, ok, à supposer même qu'il ait dû demander l'autorisation, ce qui peut être discuté, mais est-ce que ça justifie une sanction de 15%? Moi, je voudrais dire à tous les gens qui vont le condamner, les politiques, hein, qui sont aussi députés, qui sont bourgmestres, qui sont présidents de CPAS, qui sont échevins, qui ont d'autres fonctions, je leur dis, vous n'avez jamais commis d'erreur? Est-ce que pour la moindre peccadille, on vous a poursuivi et on vous a retenu 15% de votre dotation, de votre salaire, ce qui dans son cas, puisqu'il y a des frais incompressibles, c'est même une large partie de son salaire. Est-ce que vous êtes passé par les affres de telles sanctions? Non, évidemment. Et donc ça rend le processus d'autant plus difficilement acceptable. C'est ce qui m'a le plus troublé là-dedans, en lisant tout le dossier de plusieurs pages, c'est de se rendre compte que cette loi en vertu de laquelle il va être sanctionné est assez imprécise, que personne ne savait comment procéder, ni le gouvernement, ni la Chambre, ni le Premier ministre. Oui, c'est du bricolage à la belge de nouveau, mais bon, je pense qu'ils vont en votant ce texte, se casser les dents devant une juridiction un peu indépendante qui appliquera le droit. Okay. Parce qu'il y a tellement de violations des principes en l'espèce que c'est presque un cas d'école. Bon, ben on espère. Alors j'ai une première question ici d'un internaute. Je me pose une question. Ces personnages radicalisés sont connus et surveillés. Pourquoi faut-il un drame pour que les choses bougent? J'ai envie de dire qu'il y a le drame, mais les choses ne bougent pas.
puisque on a entendu en France le gouvernement Philippe dire qu'on n'expulserait pas les fichiers S, et qu'en plus, il voulait faire, lui, aller chercher les djihadistes, les returnistes, les faire revenir en France pour mieux les surveiller. Mais c'est le monde à l'envers. Et en Belgique, on n'expulse personne, les djihadistes, on ne les expulse pas, enfin, et on les laisse revenir également, et on n'expulse pas les fichiers terreau. Donc il n'y a rien qui se passe. Mais je pense que l'argument, en tout cas, qui revient le plus souvent, c'est que dans toute cette masse de fichiers S ou de fichiers terreau, il pourrait y avoir des faux positifs, à savoir des gens qui ont été fichés, mais qui en réalité... Eh bien, j'ai envie de dire tant pis. Hein, on ne va pas les, on n'est pas en train de les exécuter ou autre. Okay. On dit simplement qu'ils doivent être écartés. Alors si on en écarte 50 ou 100 en Belgique, et que malheureusement il y en a un ou deux étrangers ou avec double nationalité qui se retrouvent alors qu'ils n'auraient pas dû dans ce pays, eh bien, tant pis, mais au moins, on aura écarté la menace de 98 ou 99 autres. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et aujourd'hui, on parle de la vie de dizaines de citoyens innocents. Moi, je voudrais qu'on se souvienne des 32 morts que nous avons déjà connus, des centaines de blessés, qu'on découvre seulement un tout petit peu lorsqu'on commémore, etc. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont mutilés à vie, qui sont encore aujourd'hui sur le lit d'hôpital, 2 ans après. Moi, je voudrais qu'on pense d'abord à ceux-là, aujourd'hui. Et qu'il y en ait peut-être dans les 100 qu'on expulsera, un qui n'aurait pas dû l'être, eh bien tant pis. Tant pis. Et alors j'ai encore une autre question. À quand une alliance avec la NVA? Mais l'alliance avec la NVA, d'abord, soyons très clairs, nous ne sommes pas la NVA. Nous sommes wallons, ils sont flamands, nous ne sommes pas nationalistes, etc. Et bruxellois. Ils sont wallons et bruxellois. Mais il y a une réalité, c'est que sur beaucoup de points, c'est un parti de rupture qui a réussi. Hein, et sur beaucoup de points, on a une analyse très similaire. Et je pense que le PP et la NVA iraient encore beaucoup plus loin que le gouvernement actuel dans les réformes. Parce que le MR, très souvent, il freine ces réformes, ils sont mous. Hein, je le dis toujours, je le répète, les électeurs du MR, ce sont les grands cocus par rapport à l'attitude du MR. Ils sont plutôt à droite et on leur sert une soupe centriste. Les cadres sont au centre, voire certains même à gauche. M. Millet, c'est quelqu'un de gauche. M. Michel Pez, c'est quelqu'un de gauche. Il a appelé à voter Bernie Sanders, le candidat quasi-communiste aux États-Unis. Hein? Donc les gens du MR sont les grands cocus. D'ailleurs, de plus en plus de gens du MR, des cadres nous rejoignent. Cadres locaux, mais de plus en plus. Et on va annoncer une série de choses aussi très bientôt, vous allez voir, être surpris. Donc, donc nous sommes en phase. Nous ne sommes pas la NVA, nous sommes en phase. Mais il faut bien reconnaître, et d'ailleurs la NVA le dit, le parti qui le ressemble le plus au Sud, je vais bonne encore dans une interview, c'est le Parti populaire. Mais pour l'instant, ils sont au gouvernement avec le MR. Ils en ont besoin, en tout cas jusqu'à la fin de la législature. Et nous sommes, je l'ai dit publiquement, on ne négocie pas publiquement, mais nous sommes ouverts à toute forme d'alliance, de cartel bien compris. Mais je crois que tant qu'on ne sera pas très proche des élections, là, il est exclu que la NVA elle a besoin du MR, et puis c'est leur partenaire gouvernemental aujourd'hui. Mais je crois qu'idéologiquement, ils savent pertinemment que nous sommes leur allié légitime et normal au Sud. Puisqu'on parle justement des élections, j'aimerais alors parler des sondages. Ces 3 dernières semaines, nous avons été bombardés de sondages. Donc il y avait le premier qui était, je pense, RTL. Oui. Puis alors il y a eu celui de Dedicated pour le MR. Donc Dedicated qui a été, on va dire, jarté par la RTBF et la Libre pour leur baromètre politique et remplacé par un nouveau venu sur le marché des sondages. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Alors, je veux dire, surtout, vous allez avoir une édition spéciale du Peuple aujourd'hui sur les sondages. Lisez-la, vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes. Alors d'abord, le scandale des sondages actuels, c'est qu'on a l'impression que les sondages sont manipulés. Et d'abord, les sondages qu'on fait aujourd'hui, que les instituts font, hein, ce sont avec des panels très restreints. 1000 personnes pour la Wallonie-Bruxelles, peut-être 1500 dans les meilleurs, avec des gens qui sont préinscrits, hein, identifiés et autres. Et on voit, des différences incroyables dans les sondages. Ainsi, si on regarde le sondage qu'a fait Dedicated pour compte d'RTL, pour compte du MR il y a 15 jours, le MR est grand premier avec 25%, le PTB à 20% et le PS à 20%, et Colo 9%.
et le CDH 8%. Et puis, Dedicated travaillait, il faut le rappeler, avant pour la RTBF. Voilà. Quand ils ont commencé à sortir des sondages qui montraient le PS en baisse, hein, la RTBF les a écartés pour prendre un nouvel institut de sondage qui s'appelle Kantas. Et Kantas sont donc pour compte de la RTB et pour compte également de la Livre. Et là, il y a un même sondage qui paraît pratiquement à quelques jours d'intervalle, à une semaine d'intervalle. Et là, on apprend que le MR est toujours premier, mais en baisse, avec 24%, mais que le PS, lui, est pratiquement au même niveau, à 23-24%, qu'Ecolo, lui, est à 17%, sont les grands darlings de la RTBF. Hein, donc, Ecolo 9% dans un sondage, 17% dans l'autre, et le PTB, qui est à 20% chez les Dedicated, n'est plus qu'à 10% au niveau de Kantas. Comment on explique des différences aussi Eh bien, sans doute parce que l'échantillon est très étroit, et puis parce qu'on appelle les manipulations, et là, ce qu'on appelle la soupe sociologique, où ils croient devoir retraiter, etc., et donc plus aucune crédibilité. Et donc, nous avons décidé de sonder nous-mêmes, selon une toute autre méthode. Ici, on travaille avec des panels très réduits, 1000 personnes. C'est ce qu'on appelle la méthode empirique. On essaie de reconstituer la société. Et puis, il y a une autre méthode de sondage, qui est la méthode probabiliste, où on n'essaie pas de reconstituer comme un boutiquier la société, mais on prend un panel beaucoup plus large. Et c'est ce qu'on a fait au niveau de notre institut de sondage, qui est proche du peuple, puisque c'est la même société, Freedom Media Group, qui l'organise, mais ça nous coûte de l'argent aussi pour le faire, et où on sonde la grande masse. Comment? Eh bien, en touchant de manière totalement aléatoire 200 000 personnes, Facebook, Twitter, et en leur demandant de répondre à un questionnaire anonymement. Et d'abord qui ils sont, où ils habitent, etc., leur âge, mais aussi pour qui ils votent. Et on a eu 5000 réponses. Et si les résultats sont proches à certains égards du sondage Dedicated, il y a quand même des grandes différences. Ainsi, le sondage, le MR est bien premier avec 22%, mais le PTB est deuxième pour la Wallonie avec 20%, le PS troisième et pas deuxième avec 18%, donc nettement moins. Et qui vient en quatrième position? Le Parti populaire avec 11% des voix. Loin, devant Ecolo, qui n'a que 10%, là on rejoint le sondage Dedicated, Défi 5,75 et le CDH 5,36 qui est en perte de vitesse, les autres sont insignifiants. Et donc ce sondage démontre très clairement que le Parti populaire est le quatrième parti avec plus de 10% en Wallonie. On a un peu moins à Bruxelles, on a 6-7% à Bruxelles, mais en tout cas en Wallonie 10%. Et que sont les projections, parce qu'on va plus loin, vous découvrirez tous les sondages, les résultats de sondage sur le site du Peuple. Lorsqu'on va plus loin, on se rend compte qu'à Liège, on est à près de 12,76%, dans le Hainaut 10,42%, Brabant-Wallon 10,82%, Namur et Luxembourg aussi près de 10%, et que si on fait des projections en termes de sièges, eh bien, ça devrait nous mener au moins à 4, 5, voire 6 sièges à l'heure actuelle au niveau du Parti populaire. Donc, nous sommes à 1 an des élections, c'est extrêmement encourageant. Maintenant, j'ai envie de vous le dire, on le voit tous les jours, que les gens arrivent massivement, des candidats, des membres. Nous sommes maintenant pratiquement le premier ou le deuxième parti sur les réseaux sociaux, donc de ce côté-là, on voit que là où on joue à égalité, on est bon. Des milliers de personnes réagissent tous les jours à nos posts sur les réseaux, donc on voit une vraie activité, on voit que nous sommes une réponse de bon sens, de remise en ordre, parce que fondamentalement, les Wallons, les Bruxellois, si on veut donner un grand coup de pied à la fourmilière, il y a quoi l'alternative? D'abord, c'est le PTB, parti marxiste, le seul parti qui a encore des relations avec la Corée du Nord, le parti qui veut taxer plus, qui tuera la Wallonie d'un point de vue taxation, et puis le parti, il faut le dire, qui est, je le dis, les gens ne le savent pas, c'est le parti en faveur de l'immigration, c'est le parti qui veut le voile à l'école, en entreprise, dans les administrations publiques, je dis qui veut ouvrir grand les portes de l'immigration, le PTB. Il faut le dire et le redire. Et puis, il y a le Parti populaire, qui est le parti qui veut remettre le bon sens, remettre de l'ordre dans la société, le bon sens, réduire les impôts, réduire les dépenses publiques, réduire tout ce qui est inutile, rétablir l'ordre là où il faut rétablir l'ordre, et surtout stopper l'immigration et comme on l'a dit, expulser
tous les fauteurs de haine. Et puis entre les deux, il y a une sorte de panade centriste. Une grosse panade centriste, le système, l'establishment, et que la RTBF, la Libre, le Soir, voudrait surtout voir continuer à prospérer. Forcément, ils en font partie, et je le rappelle toujours, hein, les grands journaux, les grands médias, c'est 600 millions d'euros, 24 milliards de francs belges de subventions et d'aides qui tombent chaque année pour les journalistes de la presse écrite. 600 millions d'euros. Ce sont beaucoup de scandales publics fins, etc. Alors, je ne dis pas que c'est de l'argent volé, je dis que c'est des subsides qu'il ne faudrait pas leur donner, qu'en tout cas, ces subsides, on les a justifiés pendant très longtemps au niveau du pluralisme, hein, et on se rend compte qu'ils disent tous la même chose, et qu'en tout cas, quand il y a de nouveaux mouvements comme le nôtre, ils l'excluent de toute façon des grands débats. Et finalement, ils sont financièrement dépendants de l'État et pas de leur lectorat. Oui, de l'État, et moins ils ont de lecteurs, plus ils ont de subsides. Et donc, forcément, ils se croient indépendants. Ça ne va pas, 600 millions. Il y a moyen de faire beaucoup de choses avec ces 600 millions d'euros. Eh bien, nous sommes arrivés... Ah, on a quand même encore une dernière question. Quels sont vos potentiels alliés en Wallonie, très rapidement? Écoutez, nous n'aurons pas la majorité seuls, mais il est clair que demain, nous pourrions travailler sans doute avec le MR, même s'ils sont centristes, je veux dire, il faudrait faire une coalition. Et peut-être que le CDH pourrait, ce qu'il en reste en tout cas, s'il en reste quelque chose, pourrait évoluer. Je crois que l'UDGEN est sur le départ et que quelqu'un comme Prévost, qui sans doute le remplacera, aura une vision beaucoup plus à droite que la vision actuellement du CDH, qui les a menés dans le mur là où ils sont aujourd'hui. Eh bien, je pense que c'est le moment de finir. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, je pense. Ce sera les petites semaines de vacances, mais nous nous retrouverons dans 15 jours, effectivement, pour ce rendez-vous. Et je dis, partagez ces messages. Il faut que le maximum de citoyens l'entendent sur Facebook, sur YouTube aussi. Hein, partagez la vidéo. Allez lire le sondage qui seront mis en ligne cet après-midi. Faites-le savoir autour de vous. Nous adressons maintenant directement aux citoyens. Je le répète toujours, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment. On est là pour tenter d'y répondre. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis merci de nous avoir suivis et à dans 2 semaines.